Gandoni, tu es l'ancien conservateur du Musée de la Civilisation, entre autres responsable du dossier d'art populaire. On a la chance aujourd'hui d'être dans les réserves du musée pour découvrir la collection de Wilfrid Richard, un important sculpteur de la région de Portneuf, de Saint-Ubalde, assez méconnu quand même dans la région. Tout à fait. Tu peux nous parler un peu de son travail, de son œuvre? Oui, absolument. Alors, c'est sûr que, d'être dans les réserves du Musée de la Civilisation, c'est vrai que c'est un privilège, Absolument. parce que n'entre pas qui veut ici. C'est une réserve à haute sécurité. Et on est dans la réserve 306. C'est une réserve qui est dédiée aux petits objets, sculptures, etc. Et dans cette réserve-là, il y a toute la section d'art populaire. Je dirais qu'il y a à peu près autour de 140 pièces de Wilfrid Richard. Alors, c'est la plus grande concentration d'œuvres, pas juste de Wilfrid, de la famille Richard, parce que c'est 4 générations de sculpteurs. Alors, c'est un grand phénomène. La collection des Richard est entrée ici en 2010. Alors, c'est une collection qui a été constituée par Bernard Genet, qui était un collectionneur. Cette collection-là s'est faite dans les années, je dirais, fin 75, 80, jusque dans les années 90. Alors, c'est Richard et Bernard Genet. Il y avait une relation très particulière, c'est-à-dire d'un chercheur avec ce sculpteur-là. Et au terme d'une grande analyse puis d'un collectionnement de plus de 30 ans, la collection est ici. Wilfrid Richard, c'est quelqu'un de très important, tout comme le reste de la famille. Comme je disais, il y a 4 générations. Oui, ça, Alors, c'est particulier, là. c'est particulier. Ouais. Il y a d'abord Damas Richard, le père qui a principalement œuvré au 19e siècle, qui lui est originaire de Saint-Basile. Il a migré vers Saint-Ubalde, mais c'est sûr que la base des Richard, c'est Saint-Ubalde. Après ça, Wilfrid, qui était le fils de Damas, il a eu une très grosse famille. Mais principalement, il y en a 3 qui sont adonnés à la sculpture, et de ces 3 enfants-là, dont une fille, ce qui est assez rare en art populaire. Ça, j'allais dire quand même. Sa fille Marie-Jeanne, dont on possède des œuvres aussi, qui a été sculpteur, Fernand et Maurice, ses deux fils. Alors, ce monde-là, par la suite, il y a eu Dominique et Paul-Émile Lavallée, parce que Marie-Jeanne Richard s'est mariée avec un monsieur Lavallée, puis elle a eu 2 fils qui se sont adonnés à la sculpture. Et même Wilfrid, qui est le grand représentant de ce noyau des Richard, a travaillé beaucoup aussi avec Dominique, qui ont fait des pièces ensemble, puis même, je pense, un petit peu avec Paul-Émile aussi. Alors, quand on dit 4 générations de sculpteurs, c'est un phénomène unique au Québec. C'est pour ça que c'est rentré dans les collections. Et c'est à la fois un phénomène de sculpture, mais un phénomène aussi au niveau esthétique. C'est très beau. C'est de l'art animalier. Les coques sont très représentatifs de Wilfrid Richard, de sa production. Et d'ailleurs, Wilfrid, quand il a été repéré par Bernard Genet, qui était un de ses gros collectionneurs, c'est parce qu'il avait été attiré à l'épicerie du village. Il y avait un coq qui dominait un peu la toiture de l'épicerie. Et c'est comme ça qu'il a demandé, qui a fait ce coq. Ah oui. Et ça l'a amené chez M. Richard. Wilfrid était déjà collectionné depuis fort longtemps. Mais disons que l'intérêt que lui a porté à l'époque, Bernard Genet, qui faisait le macro-inventaire du Québec, c'est-à-dire il repérait dans les différentes régions les différentes formes d'expression culturelle, dont celle de l'art populaire. Alors, les Richard ont pris une certaine importance. Puis des gens, je pense que c'était en 85, il y a eu une publication qui s'appelait Pour passer le temps, et en page couverture, qui on voit, c'est Wilfrid Richard. Alors, c'est vous dire l'importance que les Richard ont eue dans l'histoire de l'art populaire au Québec, et même la première exposition du Musée de la Civilisation, la première publication, la première exposition, les Richard y sont associés. Il y a une publication qui s'appelle Wilfrid Richard et les siens, publiée par le Musée de la Civilisation en 86, et c'est exclusivement dédié à la famille Richard. Alors, c'est vraiment un des artistes populaires les plus importants au Québec. C'est un des artistes populaires les plus cotés aussi au Québec. Il n'y a pas une grande collection, aucune des collections au Québec qui collectionne de l'art populaire, aucun des collectionneurs. C'est-à-dire, tout le monde possède des pièces des Richard, c'est certain. Et les pièces de Damas, qui est le premier représentant, ils sont difficiles à trouver et sont très chères sur le marché. Wilfrid Richard se vend à Toronto, sur le grand marché des œuvres en art populaire. C'est vraiment quelqu'un de majeur. Et c'est pour cette raison que les Richard sont entrés au Musée de la Civilisation. Et c'est un élément important de la grande collection nationale. Alors, dans Portneuf, c'est sûr que les Richard ont une importance. C'est devenu des ambassadeurs du comté. À chaque fois qu'on parle de Wilfrid Richard, on parle de Saint-Ubalde. Donc, on parle de Portneuf, forcément. Alors, ces gens-là, comme bien des artistes, disons, dans l'art officiel, c'est devenu des ambassadeurs de leur région. C'est des porte-étendards de leur forme d'expression, qui est celle de l'art populaire.
Est-ce que c'est parce que c'est de l'art populaire que c'est moins Ben, connu? c'est sûr que l'art populaire, c'est pas un art qui est nécessairement aussi accessible. Parfois, on a tendance à minimiser l'importance de l'art populaire. Puis bon, pour utiliser la vieille expression, nul n'est prophète dans son pays. Ouais. C'est vraiment le cas des Richard, parce que bon, les Richard vivaient dans une petite maison modeste dans le rang Sainte-Anne à Saint-Hubal, vraiment une petite maison là, très ordinaire. C'est des gens qui pratiquaient différents métiers, dont l'agriculture, mais Maquignon aussi. Donc, c'est pas des artistes de l'art officiel, c'est pas du copier, là, c'est pas de l'artisanat qu'ils faisaient, là. C'est vraiment de la création. Et si elles sont aussi collectionnées, c'est parce que ces pièces-là, justement, possèdent un pouvoir, c'est-à-dire qui évoque un potentiel de création. Mais c'est certain que dans les petits milieux, bon, puis c'est vrai dans toutes les régions du Québec, Oui. les artistes populaires sont un petit peu mis, je dirais, un peu mis de côté. On trouve que c'est assez banal, assez ordinaire, alors que non. Moi, je dis toujours, l'art populaire, c'est comme une grande complainte western. Tu sais. Il y a ouais. quelque chose là, de l'âme du lieu, de l'âme de la région qui se reflète dans l'expression de cette forme d'art Ben oui. qui appartient aux régions. Et à preuve, on est ici dans les réserves Exact. avec une tonne d'œuvres d'art Exact. populaire. Et ça fait l'unanimité. Puis Wilfrid et Richard, il n'y a pas une exposition qui va se faire en art populaire au Québec sans qu'il y ait des pièces des Richard. Alors Portneuf devrait être fier des Richard. Puis je pense que Saint-Hubal devrait consacrer un lieu à la famille Richard parce que c'est important ce qu'ils ont fait. Ouais. Au même titre, on va prendre le cas du barbier à Chicoutimi. Hein, le fameux peintre barbier. Arthur Villeneuve, maintenant, on a déplacé sa maison, Ouais. on l'a consacré dans un musée. Tout à fait. Tu sais, c'est devenu une grande référence. Ben, c'est la même chose pour les Richard. Ouais. Il faut célébrer ces gens-là. C'est ça aussi notre région. Hein. Ouais, C'est absolument. l'expression artistique. Merci beaucoup, Christian, et on souhaite plein de beaux projets à Saint-Hubal pour donner une seconde vue au Richard. Thérèse Sauvageau est originaire de Grondines. Ses œuvres sont empreintes d'authenticité. Le quotidien rural du 19e siècle est magnifiquement dépeint dans ces toiles qui assument pleinement leur caractère populaire, à la fois colorée, drôle et émouvante. Devenue artiste à la retraite après une carrière d'enseignante, elle peint pendant près de 30 ans le quotidien rural de la campagne grondinoise, ponctué d'anecdotes, de travaux manuels et de personnages pittoresques. Célibataire, sans enfants, elle désire transmettre ce patrimoine aux générations futures. Dans un extrême souci du détail, elle s'applique à faire connaître le mode de vie et les valeurs de nos ancêtres. L'entraide, le travail bien fait, le respect de la famille, des femmes, des aînés, de la religion et de la communauté. Elle couche sur la toile ses souvenirs d'enfance. Petit Charles, le bon quêteux, ou l'abbé Robert, un curé original qui allait traire sa vache avant de célébrer l'Eucharistie. Ces tableaux retracent des mœurs et coutumes qui n'existent plus. Un véritable hommage à la mémoire d'un passé révolu. Figés dans le temps, ces témoins sont des pièces importantes, à la fois pour l'histoire du Québec et pour l'histoire de l'art. Elle est décédée en 2012 à l'âge de 97 ans. L'histoire du village de Grondines, racontée par Thérèse Sauvageau, c'est aussi l'histoire de chaque village québécois de l'époque. Mathieu Fecteau, on est dans ton atelier de Saint-Léonard, dans Portneuf, et tu es un sculpteur qui, entre autres, s'inspire de la grande tradition des arts populaires, des patenteux, des gosseux. Ouais. Il y en a eu quelques-uns dans la région, et toi, ben, jeune génération qui se... Je m'inspire Oui, qui beaucoup de s'inspire ça, de ça. ouais, pour mes œuvres à moi. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? En fait, là, il faut savoir, là, dans la famille des sculpteurs là, d'art populaire, il y a les gosseux puis il y a les patentes. C'est deux affaires. C'est deux affaires assez différentes. Moi, ça m'arrive de gosser, mais la plupart du temps, je patente. J'essaie d'aspirer à être un patenteux professionnel. Puis ce qui m'inspire, c'est d'essayer de comprendre les choses premièrement, puis de les assembler, puis de les faire fitter ensemble. Puis qu'est-ce que, selon toi, la différence entre un gosseux et un patenteux? Ah, ben c'est que le gosseux, il va gosser avec des outils de C'est-à-dire gosse. qu'il- Fait que des couteaux, des couteaux à gosser, des gouges à gosser, des affaires de même. Tandis que le patenteux, ben il va patenter avec différents objets. Fait que le patentage, c'est plus par assemblage. Le gosseux, lui, ça va être plus par taille directe, puis par... comme ça. Et puis là, dans ton atelier ici, on est sur le bord de la forêt, près d'un ruisseau, tout ça. Qu'est-ce qui t'inspire dans l'environnement de la campagne? C'est beaucoup dans l'espèce de tradition que les agriculteurs qui vivaient un peu isolés avaient de tout faire par eux-mêmes.
Ça m'inspire beaucoup parce que je trouve qu'il y a une genre de poésie d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit en comprenant les choses qui nous entourent. Fait que les gens étaient bons en mécanique, en électricité, ils étaient vraiment connaissants de plein de choses. Fait que moi, c'est un peu ça dans mes sculptures. Je fais beaucoup de contrats pour les autres. À ce moment-là, il faut être technique. Il faut que tout se respecte, toutes les normes comme il faut. Mais dans mes sculptures à moi, ben là, je peux me laisser aller puis vraiment m'emporter puis essayer de pousser la limite un peu de l'objet fonctionnel. C'est ça qui m'intéresse, quand c'est vraiment là sur la ligne. Entre que ça marche puis que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Un peu ça. C'est ça, parce qu'en art, on peut se le permettre. Ouais. Puis c'est même intéressant de travailler là-dessus, en tout cas dans ma pratique. Fait que je trouve ça bien intéressant. Puis là, l'assemblage, tu te dis, bon, il faut que je sois bon en électricité, je sois bon en mécanique, je sois bon en plomberie, quasiment. Donc, ces savoirs-là, tu les apprends comment? Ben, en fait, moi, c'est ça, je suis vraiment entre la limite de l'art populaire puis pas, parce que ça m'inspire beaucoup, puis je m'inspire de ça, mais j'ai aussi une formation en art visuel puis en métier d'art. Donc, selon les puristes, je serais pas un artiste d'art populaire. C'est parce qu'en art populaire, on dit, bon, ça a été appris... Faut être absolument autodidacte. Mais moi, en fait, c'est que ma formation en art, je l'ai eue à l'université, puis à l'école de sculpture, mais après ça, mes techniques comme telles, ça, je les apprends par moi-même. Oui, parce qu'il reste qu'on n'apprend pas la mécanique à l'université. C'est ça. Puis chacun de mes projets, c'est souvent des défis, justement, soit en optique, soit en plomberie. Justement, j'ai fait des pompes à eau, j'ai fait des sculptures qui projetaient des images, des sculptures qui étaient mécaniques, ou soit avec des moteurs, ou soit des mécaniques réelles. C'est souvent ça, je me donne des défis, puis je vais explorer là-dedans. Des défis techniques, tu dis, bon, ma prochaine œuvre, ça va être avec la plomberie, donc je vais apprendre à faire de la plomberie en premier, puis après faire une œuvre avec. Comment on peut faire une pompe? Bon, on va tourner du téflon, on va mettre un washer, on va essayer de faire fitter ça, puis après ça, on pompe, puis l'eau purgite. Puis là, ça donne que c'est de l'eau de Pâques, parce qu'il y a une connotation qui est intéressante derrière ça. Dans mes matériaux aussi, souvent, il y a des connotations. C'est des matériaux qui ont de l'histoire. Juste ici, on a un castor qui a été trappé à Saint-Raymond par l'artiste avec qui j'exposais. Donc, tu sais, c'est toujours ça, c'est le petit clavier que je jouais quand j'étais petit. Et puis, il y a des billes à jouer. Puis la mécanique est souvent... apparente. Là, tout est là fonctionnel. C'est très moderne dans cette approche-là. Puis tu rassembles plein de matériaux différents, tu récupères plein de choses. On est chez vous en ce moment. Le terrain est aussi un petit entrepôt. Si tu as besoin de quelque chose, tu fais faire une petite marche autour du terrain. Oui, ça a déjà été plus abondant. J'essaie de faire un tri continuel. C'est ça, donc tu as besoin de beaucoup de matière parce que tu dois faire des choix dans ce que tu as, puis tu essaies de récupérer le plus possible. Oui, quand je restais à Québec, c'est drôle, ça apparaissait, je ramassais plus des trucs, il y avait plus d'aspanaires, de meubles en mélamine, mettons, puis des matériaux comme ça. Là, en refaisant mon atelier à la campagne, c'est plus les matériaux naturels qui ressortent, je pense. Puis sur quoi tu travailles en ce moment? Ben là, je travaille sur mon atelier comme tel. Je suis en train de reconstruire une partie de la grange puis faire le revêtement de l'atelier. Fait que j'ai un petit break, là, ça fait du bien pour réinstaller un peu mes trucs. Est-ce que tu peux nous parler de quelques projets que tu as fait récemment? Oui, récemment, en fait, j'ai participé au dernier Mot Multi. Puis là, j'avais différentes sculptures là, animées. Puis c'est d'ailleurs là qui était le Castorateur 1. Il y avait aussi un deuxième Castorateur. Aussi, l'été dernier, j'ai fait un projet d'art public avec Lauriane Thibodeau, dans lequel on a intégré la participation du public. C'était vraiment un projet de médiation. J'aime beaucoup ça, cette approche-là aussi, d'aller vers les gens. Vers la communauté. Je donne des cours aussi avec des jeunes, puis des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des gens marginalisés. J'aime beaucoup ça aussi, là, le rapport aux autres. Et puis ça, c'est un projet justement avec la communauté. Et puis on a préparé des petites pièces de céramique avec différents publics. Là, il y avait à peu près 75 personnes de différents horizons. Et puis ils pouvaient aller travailler en sculpture, en gravure. Puis on a fait des pièces qui rassemblaient tout ça dans le parc. C'était assez coloré. Là. Donc c'est assez reconnaissant, Mathieu Fecteau. C'est des œuvres où on rassemble différents objets assez hétéroclites et on fait un bel assemblage. Il y a souvent participation du public aussi. Qui peuvent soit toucher ou des fois c'est carrément dans des œuvres un peu événementielles. Là. Il y a ma machine à crêpes qui s'est beaucoup promenée. Et puis, donc ça, c'est une machine à crêpes de 16 pieds dans laquelle il y a une poule en haut et puis qui pond des œufs quand les gens l'encouragent. Et puis l'œuf fait une glissade, descend dans sa glissade à œufs. Et puis on fournit des crêpes comme ça là, à toute la communauté. Oui, et ça, on l'a vu dans Portneuf quelques fois. Oui, ça s'est déplacé jusque dans Kamouraska. Ça voyageait pas mal. Oui, c'est ça. Québec Crêpes, très populaire. Absolument, Québec Crêpes, je vais ici. Je ne pas à ça. Merci beaucoup, Mathieu Fecteau.